Bienvenue dans les espaces de At Workbase. Mon nom est Laetitia Lacroix. Je suis directrice de projet en littératie numérique pour le Printemps numérique. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir notre partenaire, le Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information, qui organise cette table ronde intitulée « L'esprit critique à l'heure de l'intelligence artificielle » avec nos chers invités. Vous le savez, la mission du Printemps numérique vise à connecter les individus, les organisations et les idées pour faire progresser l'intelligence numérique. Nous rassemblons notamment plusieurs partenaires autour d'une table de concertation en littératie numérique pour traiter des enjeux de fracture numérique auprès des jeunes. Donc, le sujet de ce soir, évidemment, nous anime et c'est pourquoi nous sommes très heureux que la discussion ait lieu dans l'espace At Workbase où nous partageons ici nos locaux. Sans plus tarder, je cède la parole à celle qui animera la soirée, Ève Baudin, qui est journaliste à l'agence Science Presse, reporter à l'émission de télé Ça vaut le coup et animatrice du balado Le détecteur de rumeurs. Madame Baudin est aussi vice-présidente du Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information qu'elle a cofondé, entre autres, avec d'autres journalistes, en 2021. Donc, merci de l'accueillir et bonne soirée à tous et à toutes. Merci. Merci Laetitia. Bonsoir à tous, à toutes. Je suis contente de voir qu'il y a du monde parce qu'il y a 2 minutes, on m'a dit que les panélistes avaient reçu des courriels de gens qui étaient censés être là ce soir et qui ne savaient pas que c'était en présence. Alors, je suis contente de voir qu'il y a quand même des gens qui se sont déplacés, qui n'attendaient pas un lien dans leur boîte courriel pour assister à l'événement de ce soir. Je suis vraiment contente de vous accueillir à cette soirée de discussion qui portera sur l'importance de l'esprit critique à l'heure de l'intelligence artificielle qui est organisée par le Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, je dirais que ChatGPT fait quand même un assez bon boulot pour décrire les activités du CQMI. Qui est notre mission qui est d'aider les citoyens à développer donc des compétences pour mieux s'informer et aussi de mieux connaître le rôle du journalisme en société et aussi de promouvoir l'éducation aux médias et à l'information. Là où il fait pas très bien, en fait, c'est qu'il parle pas du tout de notre programme 30 secondes avant d'y croire, c'est-à-dire on envoie depuis plusieurs années déjà des journalistes dans les écoles pour leur donner des trucs pour repérer des fausses nouvelles, etc. Et ça, il en parle pas du tout. Et aussi, il se trompe sur notre date de fondation. Tout à l'heure, Laetitia l'a mentionné, le CQMI, c'est un très, très jeune organisme qui a été fondé il y a pratiquement 2 ans, jour pour jour. À 2 jours près, là, on a fondé le CQMI. Et alors, ce soir, moi, je suis contente parce que c'est notre premier événement en présence. On est né en pleine pandémie, alors c'est la première fois qu'on peut rencontrer les gens et je trouve que ça change vraiment tout de vous avoir ici ce soir. Donc, merci d'avoir pris la peine de vous déplacer. Merci aussi à nos panélistes d'être ici. Frédéric Bruno, chercheur principal. Je vais vous laisser vous présenter tout à l'heure, dans 2 secondes. Donc, Frédéric Bruno, il y a Alexandra Coutelet, il y a Chloé Sondervorst et puis il y a aussi Annie Turbide. Et puis, on va passer environ 1h30 ensemble, ce soir, pour creuser la question qui nous intéresse. Vous donner aussi des exemples concrets de ce qu'on peut faire pour développer l'esprit critique en classe, auprès du grand public, etc. Et dans les dernières 20 minutes, il y aura vraiment du temps pour les questions du public. Donc, on vous laissera du temps pour ça. J'aimerais d'ailleurs, moi, savoir qui vous êtes ce soir. Donc, est-ce qu'il y a des professeurs dans la classe, pas dans la classe, mais dans la salle? Donc, quelques professeurs. Votre niveau, c'est plutôt primaire, secondaire? Vous pouvez me le dire, là, on va vous entendre. Secondaire, OK. Donc, quand même plusieurs professeurs. Est-ce qu'il y a des journalistes? Journalistes, ouais. Journalistes quand même pas mal. Est-ce qu'il y en a aussi qui se spécialisent dans l'éducation aux médias et à l'information, travaillent dans des organisations... Qui vous êtes les autres, en fait? Est-ce que vous êtes un public curieux, préoccupé, des parents préoccupés? Est-ce qu'il y en a qui veulent me crier ça un peu ou...
Curieux, des curieux. Ben parfait. Alors, on aime ça, la curiosité, de toute façon. Et puis, juste avant de commencer, là, je veux vraiment remercier chaleureusement la Fondation René Lévesque et Patrimoine canadien pour leur soutien financier. C'est eux qui nous ont aidés à organiser l'événement de ce soir. Notre partenaire, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, qui organise les semaines de la presse et des médias. Et nos collaborateurs Printemps numérique et aussi At Workbase, qui nous offrent gracieusement l'endroit où nous sommes ce soir. Je pense que c'est beau et c'est chaud. Je sais pas si vous avez chaud, mais moi, j'ai chaud. Alors, et puis, pour terminer, je remercie Sophie Mangado de Ria-Ramani, sur qui repose l'organisation de l'événement de ce soir, et aussi Roxane Lachapelle et Mia Gagné-Vincent qui les ont épaulés, et à François Guérin à la technique. Donc, voilà. Donc, j'en ai fini avec mes remerciements et ma mise en place, on peut dire. Et puis, bon, peut-être pour commencer, casser la glace, pouvez-vous vous présenter brièvement, dire pour ce que vous faites dans la vie, puis ensuite, on passera aux premières questions. Donc, Annie, peut-être... Bonjour à tous, merci d'être là. C'est vrai ce que tu disais, Ève, en si grand nombre, hein, on savait pas tellement à quoi s'attendre, alors merci d'une part. Je m'appelle Annie Turbide, je suis conseillère pédagogique au Service national du récit. Le récit, on est un réseau de conseillers pédagogiques, environ un peu plus de 300 au Québec, donc qui sont dans chaque centre de service scolaire, mais qui ont aussi des mandats nationaux. Donc moi, je fais partie du Service national du récit dans le domaine du développement de la personne, et on a comme mandat l'accompagnement du réseau scolaire dans l'utilisation pédagogique du numérique. Avec moi, mon domaine, c'est éthique et culture religieuse, bientôt CCQ, et le développement de la citoyenneté à l'ère du numérique. Donc, on aura la chance d'y revenir. Donc, voilà. Merci. Chloé? Bonsoir, Chloé Sandervors, très heureuse d'être avec vous ce soir pour plonger dans le bain à tourbillon, j'ai envie de dire, de l'intelligence artificielle. On va se promener pas mal, puis on est en très bonne compagnie pour le faire. Je suis réalisatrice à Radio-Canada, à la radio. Je réalise entre autres une émission consacrée à l'environnement qui s'appelle Feu vert. Et je m'intéresse beaucoup à la culture numérique. Depuis plusieurs années, j'ai développé des projets à Radio-Canada autour de la façon dont le numérique, sous toutes ses formes, a un impact sur nos vies. Depuis quelques mois, je développe une série qu'on dit en vidéo verticale, donc sur TikTok et d'autres médias sociaux, en particulier autour de l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative, et que ça m'a permis d'être vraiment en contact avec le public aussi pour voir comment ces questions-là, elles rebondissent un peu dans la conscience collective. Elles suscitent beaucoup de curiosité et ces questions amènent d'autres questions en fait. Donc encore une fois, heureuse de pouvoir en parler avec vous tous ce soir. Merci Ève. Alexandra? Alors, bonjour tout le monde, Alexandra Coutelet de l'École branchée. On est un média qui se spécialise dans l'éducation à l'ère du numérique. Donc, on met en lumière des initiatives d'enseignants qui utilisent le numérique. On accompagne aussi les enseignants dans leur développement professionnel. Donc, on donne de la formation, on informe, on réseaute et tout. Donc, on touche à tout ce qui est numérique, pas simplement l'intelligence artificielle, mais on s'entend que c'est un sujet très chaud depuis un petit bout de temps. Donc, voilà. Merci. Alors, bonjour, je m'appelle Frédéric Bruno, je suis professeur de philosophie au Cégep André-Laurendeau et professeur associé à l'École des médias de l'UQAM. Je suis cofondateur du laboratoire d'éthique du numérique et de l'intelligence artificielle. Et donc, ma spécialité, c'est les questions éthiques liées à l'utilisation du numérique en général et de l'intelligence artificielle en particulier. Voilà. Et une des parties des travaux que je fais avec, je vais dire souvent nous, là, parce que je travaille étroitement avec ma collègue Andréane Sabourin-Laflamme, porte sur le développement des compétences liées à l'éthique de l'IA et la citoyenneté numérique, là, donc, qui est liée à l'intelligence artificielle, mais l'utilisation du numérique là, généralisé dans nos vies. Donc, voilà. Bon, ben merci, avocat, d'être présent. Puis pour commencer, on pensait que c'était important peut-être de vraiment bien définir le sujet de ce soir puis de cadrer ce que c'est l'intelligence artificielle. Particulièrement, l'intelligence artificielle générative, c'est de ça dont on parle beaucoup puis qui intéresse beaucoup les gens ce soir. Et donc, c'est Alexandra qui a décidé de répondre à cette question. Et tous mes collègues ici peuvent intervenir si je ne le vulgarise pas comme il faut. On s'entend que je ne programme
programme pas d'intelligence artificielle, je vais pas dans le technique, mais on s'entend que depuis novembre dernier, surtout depuis l'arrivée de ChatGPT, je pense que c'est lui qu'on entend beaucoup parler, mais il y en existe une multitude depuis. L'intelligence artificielle est devenue un peu plus visible, je dirais. Ça existait avant, on en avait avant des systèmes qui pouvaient, par exemple, repérer des colis, optimiser des choses, mais c'était très un peu moins visible, disons. Là, maintenant, on a une intelligence artificielle à qui on peut poser des questions dans un langage naturel, sans avoir besoin de grandes connaissances en programmation, et on peut lui écrire des questions tout simplement dans un langage naturel. Il faut savoir, par contre, puis là, on va en parler après de ses limites. On vient d'en parler un peu dans la description que ChatGPT a fait. C'est un modèle qui est prédictif. Donc, il prend sa base de données, il va analyser ce qu'on dit, il va prédire ce qui s'en vient tout de suite après. C'est pour ça qu'on voit passer des choses comme Céline Dion vient de l'Ontario et est une chanteuse populaire de l'Ontario. Ben, selon le nombre de questions qu'on va lui poser, il va aller avec la prédiction. Et plus on lui en pose, plus il devient un peu mélangé, ce qui cause parfois aussi certaines hallucinations qu'on appelle en intelligence artificielle. Donc, c'est un outil qui est maintenant plus accessible que ce qu'on voyait avant. Ce serait ma petite définition si on veut venir bonifier le tout. Est-ce que quelqu'un veut bonifier le tout avant qu'on passe à la prochaine? J'ajouterais peut-être la particularité des IA génératives, c'est qu'elles vont pas juste classifier ou catégoriser du contenu, mais elles vont générer du nouveau contenu. Donc, c'est la particularité des IA génératives, là, comme on les appelle. Et l'exemple étant ChatGPT, là, qui crée du texte qui est plausible, qui est généralement les prédictions sont suffisamment plausibles pour que ça semble être un texte qui répond à la question, mais qui est, comme tu le disais, pas toujours exact, mais comme c'est un menteur compulsif, il est très convaincant, même quand c'est pas vrai. Ouais. Chloé, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que ça fait autre là, que de générer du texte, les IAG, là, on pourrait dire IAG, tout le monde va comprendre de ça dont on parle là, ce soir. Ce que ça fait bien, puis ce que ça ne fait pas bien du tout, peut-être. Mm-hmm. Et comme Alexandra l'expliquait, une force vraiment de ces modèles d'intelligence artificielle, c'est qu'on peut interagir avec eux en utilisant notre propre langage. Et donc, ça amène vraiment une démocratisation dans l'utilisation des outils. Pour fonctionner, si on s'intéresse un peu à l'entraînement d'un outil comme ChatGPT, il a eu donc une base de données d'entraînement. Il y a une couche d'apprentissage supervisée par des humains aussi qui fait la spécificité de ChatGPT. C'est-à-dire que quand l'outil répondait aux requêtes, il y avait des humains qui étaient là aussi pour évaluer la qualité des résultats. Puis quand on regarde ce que ça nous donne en bout de ligne, donc un outil qui est facile à utiliser, on peut converser. Mais le problème de fiabilité, je pense qu'on peut le souligner encore une fois, et il est lié aussi à la façon même dont l'outil a été construit. Les données d'entraînement s'arrêtent en septembre 2021. Donc, si on pose une question qui concerne le futur plus proche, on va tout de même avoir une réponse, mais basée sur le fait que ces résultats s'arrêtent à ce moment-là. Basé aussi sur le fait qu'il a été principalement entraîné en anglais. Donc, au plus on s'éloigne du corpus initial, au plus on augmente le risque d'avoir des réponses qui sont peu fiables, finalement. Alors, à partir de là, il y a des mises à jour. Depuis quelque temps, maintenant, on peut avoir une extension qui permet de faire des recherches web quand on utilise ChatGPT. Donc là, ce que ça permet pour répondre à ta question sur les capacités, c'est d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Donc, on peut s'appuyer sur la force de ce qu'on appelle des grands modèles de langage pour aller interroger les données, répondre à nos questions, assembler finalement des réponses. Mais on reste toujours avec cette fiabilité qui est assez incertaine, on pourrait dire. L'intérêt aussi, on parle d'intelligence artificielle générative, on a des modèles unimodaux, donc par exemple, on interroge en texte, on obtient du texte, on peut interroger en texte, obtenir de l'image, on peut donc avoir du multimodal aussi, passer d'un média à l'autre. Et quand on dit intelligence artificielle générative, j'aime dire qu'elle est générative de possibilités. Parce qu'une fois qu'on connaît les limites, on peut l'utiliser vraiment de plein de façons qui peuvent être très utiles, très créatives. Et c'est intéressant de voir comment ce type d'outil bouscule un petit peu les façons de faire. Ça va de nous aider à écrire des courriels, à faire de la traduction, à participer à des séances de brainstorm,
Donc, toutes sortes de tâches qui font partie du quotidien, qu'on soit enseignant, journaliste, comptable, peuvent venir être soutenues par ces nouveaux outils. Mais, et là je pense qu'il y a un grand mais, c'est toujours avec une supervision humaine. Donc c'est un assistant, ChatGPT lui-même se définit comme un assistant, mais on n'a pas encore un système qui est capable de complètement remplir la tâche de manière fiable. Absolument. Frédéric, qu'est-ce qu'on pourrait rapidement soulever? Quels sont les enjeux justement que ça soulève, ce type d'outil-là? Là? Oui, bien, vous allez voir, j'ai mon petit papier là, parce qu'il y a beaucoup trop de choses. J'aurais pas le temps de parler de tout ce qui est là. Mais évidemment, les principaux enjeux éthiques, les principaux problèmes qui sont soulevés, ben ceux qui reviennent, je vais commencer par celui-là, mais parce que c'en est un très important, c'est la question des biais et de la discrimination. Comme on le disait, c'est un système qui a été entraîné sur un corpus. Ce corpus, inévitablement, comprend des biais, ça va contribuer à régénérer ou automatiser, reproduire des inégalités qui sont contenues dans le corpus. Et évidemment, que ce soit ChatGPT dans ses réponses ou n'importe quelle autre IA générative, comme toutes les IA d'ailleurs, ça pourra se transformer en source de discrimination. Par ailleurs, pour ce qui est de ChatGPT en particulier et les IA génératives, une des grandes questions que j'aime bien soulever là, dans ma liste, c'est celle de l'autonomie. Donc, les défis qui sont posés à l'autonomie, en ce sens que c'est bien qu'on sache que c'est pas une personne qui est là et que c'est pas un outil qui remplace les êtres humains. C'est quand même un outil automatisé qui joue sur un terrain qui est propre à lui-même, qui est très près, je vais le présenter de cette façon-là, qui est très près, probablement le plus près qu'on peut imaginer pour l'instant de ce qu'on pourrait appeler notre agentivité là, ou notre autonomie personnelle, donc la capacité de créer des textes qui ont du sens et qui sont la plupart du temps plausibles, et donc de générer automatiquement des textes comme ceux-là, ça vient mettre au défi la définition même de qui nous sommes, notre façon de nous comprendre, notre autonomie, de façon générale, mais évidemment, quand vient le temps d'utiliser, par exemple, ou de faire face à l'utilisation des outils comme ceux-là en éducation ou en enseignement supérieur, bien évidemment, on peut se poser cette question-là aussi, de quelle façon ça peut peut-être contribuer, mais en tout cas, probablement aussi interférer avec le développement des compétences, le développement des capacités, le développement de l'autonomie personnelle des étudiantes et des étudiants. Et comme je vous dis, la liste est extrêmement longue, là. Les questions de vie privée, l'utilisation des données, les résultats erronés, l'uniformisation du contenu, la propriété intellectuelle, le plagiat, le rôle. Là, je vais insister sur ça parce que je pense que c'est important aussi. Le rôle des géants du numérique dans le développement de ces outils-là, l'utilisation de ces outils-là va probablement contribuer, si je pense aux établissements d'enseignement, par exemple, à augmenter notre dépendance organisationnelle aux géants du numérique, les GAFAM, par exemple. Et il faut aussi réaliser que c'est une énième façon de nous inciter à augmenter notre dépendance individuelle aussi. Parce que si dans un contexte particulier, on utilise des outils comme ceux-là, que ce soit ChatGPT ou d'autres, évidemment, ça nous incite à ouvrir un compte sur je sais pas quoi ou à nous-mêmes l'utiliser pour savoir comment ça fonctionne ou peu importe. Donc là, je donne toujours cet exemple-là. Moi, j'ai des enfants qui sont jeunes, sont à l'école primaire. Puis pour aller chercher la feuille des devoirs à chaque semaine, je dois me connecter sur Google Classroom parce que la feuille de devoir est sur Google Classroom. Donc, si j'avais pas eu de compte Google, ça aurait été plus simple de me créer. J'en avais déjà un, malheureusement. Mais ça aurait été probablement
probablement plus simple de me créer un compte Google pour accéder plus facilement, etc. Donc, vous voyez le principe. On incite. Puis on connaît le modèle d'affaires là, de ces grandes entreprises. Donc, je pense que c'est important de le souligner aussi. Mais il y a plein de choses, plein de choses. On voit des utilisations malveillantes, de la manipulation, la question de l'interaction humain-machine aussi. Jusqu'à quel point on sait... Parce que, désolé, je ne veux pas prendre trop de temps, là, mais il y a tellement de choses à dire. D'abord, j'en discute avec plein de monde, évidemment, là, dans toutes sortes de circonstances. Puis, même si on le sait qu'il n'y a pas quelqu'un, là, puis que c'est une machine, c'est très... Comme le but, finalement, c'est d'imiter une conversation avec un être humain, c'est très difficile de ne pas interagir comme s'il y avait quelqu'un, ou en tout cas, bref, de pas oublier là, que finalement, il n'y a pas quelqu'un qui est là, puis qu'en fait, on comprend pas, c'est une machine qui comprend pas le sens de ce qu'on demande, c'est une machine prédictive qui se base sur son revenu, mais c'est très difficile, comme le but, c'est un peu de nous berner, si on veut, là, sur cette question-là. Merci, mais j'aurais le temps d'y revenir. Oui, c'est ça. On reviendra à ta liste tout à l'heure. Mais je pense que Chloé a vu réagir. Puis ensuite, j'aimerais ça qu'on enchaîne sur vraiment les enjeux de fabrication d'informations de faible qualité et de désinformation aussi. Mais Chloé, vas-y. C'est un excellent résumé. Là. Je voyais comme tous les chapitres qu'on a envie d'ouvrir pour dérouler. Petite anecdote, quand on parlait de... On a tellement parfois l'impression d'avoir un agent rationnel en face de nous qu'on dit merci après avoir posé une question. Il y a des gens qui disent OK, je vais vraiment faire attention chaque fois que je parle d'intelligence artificielle pour le jour où ces genres de systèmes prendront le contrôle de l'humanité, pour que dans mon dossier, on voit que j'ai été gentille. C'est pas vrai. Quelque chose qu'on voit circuler sur les réseaux sociaux. Mais je voulais répondre un petit peu en amenant aussi les bénéfices de ces systèmes, parce que c'est vrai que les risques sont nombreux et c'est important de les souligner quand on veut muscler notre pensée critique. Mais cette capacité qu'ils ont à nous berner, à créer l'illusion d'un agent, peut aussi être un avantage. Par exemple, dans des situations de solitude, on voit de la robotique qui se développe pour du soutien cognitif à des personnes âgées, pouvoir faire de la stimulation des fonctions cognitives avec un agent conversationnel qui fonctionne bien, ça peut être un avantage aussi. Leur capacité à traiter le langage de façon efficace pour des personnes qui sont en situation d'insécurité linguistique, ça peut venir nous aider. Par exemple, si on doit converser dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle, tout d'un coup, on a un assistant qui va nous aider à fournir un texte qui va être de qualité supérieure. Puis pour la créativité aussi, quand on veut générer des idées, avoir plusieurs itérations, on peut de manière très très rapide bouncer, si vous me permettez l'expression, échanger des idées avec ce partenaire numérique pour tester nos hypothèses. Mm-hmm. Mais si on revient à cette idée de développer l'esprit critique, un des enjeux qu'on a, Annie, peut-être tu pourrais nous en parler, c'est que quand même ces intelligences artificielles génératives, elles peuvent créer aussi de la désinformation ou de l'information de mauvaise qualité qui est pas sourcée, ou des images d'ailleurs aussi, ou de la musique ou des vidéos. Là, on a eu plein d'exemples dans l'actualité récente. Et ça, c'est un enjeu qui est quand même important et très actuel et qui préoccupe beaucoup les professeurs, les parents, tout le monde en réalité. Là. Bien, effectivement, puis c'est intéressant. Bon, je vais essayer de faire un pont avec tout ce que vous avez dit. En fait, elle est à ce point convaincante qu'effectivement, on a l'impression de lire quelque chose de vrai. Elle est entraînée à répondre à ce qu'on lui demande. Donc, si on lui demande des sources, elle inventera des sources. Et vraiment souligner qui ont l'air de vraies sources. Mais pourtant, c'est une invention pure parce que son souhait, c'est de nous satisfaire. Là, en tout cas, j'ai choisi ces mots-là. Et donc, à travers ce souhait-là d'avoir le bon ton, d'avoir les bons mots, finalement, ben il y a ce que vous avez appelé, ce que vous avez nommé qui s'appelle l'effet ELISA. Donc, c'est le fait d'attribuer à une machine une personnalité qu'on a envie de lui dire il ou elle. Moi, je lui ai déjà demandé. Elle accepte les deux. Elle m'a pas dit Yel, ça m'a pas dit Yel, mais elle souhaite qu'on l'appelle le robot ou l'intelligence artificielle. C'est sûr que la langue anglaise nous permet d'utiliser le it, donc pour vraiment personnifier la chose. Mais donc c'est ça, dans le langage au travail, on essaie d'utiliser le ça.
pour bien faire la différence finalement. Et pour les jeunes, ben ça devient quand même un défi quand on a des intelligences artificielles qui s'ajoutent à leur plateforme préférée. Donc comme vous avez peut-être vu passer la nouvelle My AI sur Snapchat, donc qui est installée de façon systématique avec la nouvelle mise à jour qu'il s'agit d'activer. Et donc, Snapchat nous annonce que l'intention, c'est vraiment de devenir un ami, d'échanger avec nous. Et on nous demande, moi je l'ai essayé personnellement, la première question c'était... est-ce que tu peux me donner ta géolocalisation pour que je puisse te conseiller des choses à faire pour toi ce soir? Parce que je lui avais demandé qu'est-ce que je pourrais faire ce soir. Puis là, ben non, ma géolocalisation, ça sera pas possible, malheureusement. Et après, j'ai demandé pourquoi tu demandes des photos à mes amis. Puis là, ça m'a répondu, je ne demande pas de photos à tes amis, je suis un robot, je ne peux rien demander à personne. Fait que là, que j'ai répondu? Mais pourquoi tu viens de me demander ma géolocalisation d'abord? Puis là, ben, j'ai eu un message générique de Snapchat qui disait que la géolocalisation faisait partie du processus, du procédé, bon, etc. Fait que, imaginez un jeune qui est devant un ami comme celui-là, qui répond, qui lui demande, qui lui donne conseil, à quel point le besoin de premièrement, discerner la machine de l'humain est important, et deuxièmement, ben, de discerner quel contenu, devant quel contenu il se trouve. C'est de ça dont on parle quand on dit l'esprit critique. Puis là, on parle vraiment d'un robot conversationnel, mais avec les outils que vous avez nommés, ChatGPT et autres, ben, c'est sûr qu'on va arriver à produire un contenu qui est de plus en plus de haute qualité. Il y a des tutoriels partout maintenant pour avoir la bonne requête, affiner le plus possible, pour avoir des textes qui sont de plus en plus... qui répondent de mieux en mieux finalement aux besoins, au style, etc. Vous avez parlé d'enjeux en lien avec la production justement de contenu. Il y a une recherche qui est sortie... au courant tout s'est passé après le 30 novembre, hein, on se le dira. Donc, qui disait que la fin des données brutes, donc les données d'entraînement humain, sont prévues pour autour de 2026. Et donc, à partir de ce moment-là, la machine s'entraînera sur elle-même. Ça n'a pas toujours donné des choses négatives, là, dans le sens où AlphaGo, AlphaZero s'est entraîné avec elle-même à jouer aux échecs. Ça lui a pris 72 heures avant de devenir le meilleur joueur d'échecs au monde. Mais ceci étant dit, le contenu brut, nos auteurs, les chercheurs, les érudits finalement, donc devront entrer en compétition avec ces contenus-là qui serviront dorénavant d'entraînement. Fait que, on est à l'aube, hein? On est au début de quelque chose. Geoffrey Hinton, qui est un des pères de l'intelligence artificielle moderne, a démissionné de Google il y a quelques semaines, et il nous disait que pour lui, on est dans un train qui construit ses propres rails, hein, actuellement. Donc, il dit, imaginez-vous où on était dans 5 ans, où serons-nous dans 5 ans? Et de là, le grand besoin de développer certaines habiletés, dont la pensée critique chez nos jeunes. Oui, OK, mais comment on va faire ça? Développer les habiletés, les compétences dont on a besoin. Quelles compétences on doit développer à l'école? À partir de quel âge? Donc, est-ce que peut-être Alexandra, tu voudrais répondre là-dessus? Avant de répondre à ça, je dirais, on va même avoir une difficulté. J'ai de la difficulté moi-même, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais à avoir un esprit critique sur ce que je vois passer. Parce qu'on n'a pas de recul. Parce qu'il y a certaines connaissances que je n'ai pas, par exemple. Je vais voir passer des images générées par l'intelligence artificielle qui me parlent d'un événement historique que je connais pas. Est-ce que je vais avoir le réflexe d'aller valider l'information? Fait que je peux même pas m'imaginer si j'ai 9 ans et que je jase avec une intelligence artificielle, si je vais au moins avoir cette puce à l'oreille-là qui se passe quelque chose. Et fait que pour ça, j'ai pas la clé, pas du tout. Fait que j'ai peut-être pas la réponse, mais ça va prendre quand même un minimum de connaissances, de choses à détecter. On avait déjà de la difficulté quand on leur disait est-ce que c'est un fait ou une opinion? Est-ce que tu as regardé la source de laquelle ça vient?
Là, si la source est fiable, mais l'image qui est utilisée n'est pas la bonne, comment je détecte ça? C'est tout un enjeu, effectivement. Fait que ça va... Je sais pas comment on va le faire, mais je sais que ça urge qu'on le fasse, en tout cas, pour aiguiller les gens. Parce que je dirais que même quand on a déjà cet esprit critique-là en tête, on a de la difficulté à discerner le tout. Chloé? J'ai envie de répondre à la question comment on fait pour développer l'esprit critique face à l'intelligence artificielle en ce moment, en vous racontant une histoire personnelle justement en lien avec My.ai. Donc c'est le robot conversationnel qui a été intégré à Snapchat. C'est vraiment tout récent. Je l'ai vraiment vécu de l'intérieur. J'avais produit déjà une vidéo sur TikTok qui parlait de ce robot conversationnel qui était arrivé dans un premier temps pour les utilisateurs payants. Puis quand il a été ajouté progressivement à tous les comptes, et on s'entend beaucoup de comptes d'enfants, j'ai vu des questions commencer à arriver sur ma première vidéo. J'y ai répondu une question à la fois. C'est quelque chose qu'on peut faire sur TikTok. Et à l'intérieur d'une semaine, j'ai fait une mini-série qui a été vue plus de 13 millions de fois. Parce qu'il y avait énormément de questions. Donc, je trouve que ça illustre vraiment la curiosité et la peur aussi beaucoup qui était vécue par ces jeunes utilisateurs et pour certains l'enthousiasme aussi. On voyait différentes catégories de réactions et je recevais des questions comme « Madame, est-ce que le robot est gentil ou méchant ?» Fait qu'on partait vraiment de très loin dans la relation, on parlait de relation avec ces outils, on partait vraiment de là, il y a cette première vague donc de peur. J'ai essayé de répondre aux questions avec différentes vidéos, ça générait beaucoup de conversations et je voyais que les jeunes se répondaient aussi entre eux. Fait qu'il y avait cette espèce de collaboration, je pense que vous expérimentez beaucoup en classe aussi en ce moment, quand on fait face à quelque chose qui est nouveau, l'apprentissage aussi entre les pairs. Et dans un deuxième temps, après avoir répondu à ces questions-là, est-ce qu'il est dangereux ou pas, est-ce que c'est un virus ou pas, c'est Snapchat qu'il développe, pourquoi il a accès à la localisation, donc répondre vraiment aux questions factuelles. Qu'est-ce qu'on voit principalement aujourd'hui sur TikTok autour de My.ai? Ce sont des jeunes qui se moquent de ce robot, qui tourne en dérision ses failles. Donc, ils vont lui poser des questions complètement absurdes et ils vont rire de ses réponses qui sont encore plus absurdes, mais qui donnent avec beaucoup de bonne volonté, donc pour nous faire plaisir, comme tu disais. Ils vont vraiment appuyer sur les endroits où My.ai ne fonctionne pas. Et je trouve ça très rassurant par rapport justement à l'esprit critique de ces jeunes utilisateurs. Ce que ça nous montre, c'est qu'à travers l'expérimentation de l'outil, ils sont capables de développer une compréhension. Alors, est-ce qu'on veut les lâcher seuls dans cet environnement-là? Je ne pense pas, d'autant plus que très clairement, dans ce cas-ci, la compagnie développe ce robot pour développer de la publicité, des liens sponsorisés à travers les conversations. Et c'est là, effectivement, que de le faire en classe ou de le faire avec des contenus médiatiques qui sont pensés pour ça, c'est particulièrement important. Mais l'expérimentation, je pense que jouer avec les outils pour découvrir nous-mêmes leurs limites, c'est vraiment une bonne piste, justement, pour développer l'esprit critique. Est-ce que les professeurs sont bien outillés pour justement accompagner les jeunes dans leur exploration des outils de l'intelligence artificielle à tous les niveaux scolaires là, en ce moment? Je ne sais pas si un de vous veut répondre. Bien, en fait, il y a au-dessus de 100 000 enseignants au Québec, fait que je ne saurais pas répondre de façon très générale à cette question-là. C'est sûr que la pensée critique, comme on le dit, c'est pas quelque chose qui vient d'apparaître. On essaie de développer cette pensée critique-là depuis longtemps. On le fait avec Google. On s'est questionné comme corps enseignant. Est-ce que si je pose des questions Googlable, ça va-tu encore marcher? Wikipédia, est-ce que ça va faire en sorte que les jeunes vont avoir moins besoin de faire des recherches? Est-ce que avec Antidote, ils feront plus jamais de fautes? Bref, les enseignants dans la salle, vous avez la réponse. Et donc, le comment... il est déjà, je pense, un peu installé parce qu'on a toujours cherché à développer cet esprit critique-là. Ce qu'on sait sur la pensée critique, c'est qu'elle se développe sur une... ça ne s'enseigne pas en général, hein, c'est une compétence qui est transversale dans le programme de formation de l'École québécoise. Et parce que ça se développe à partir... Puis là, tu pourras me compléter, Frédéric. Ça se développe à partir d'une matière très précise. Et c'est pour ça qu'on a tous la responsabilité dans nos disciplines d'attache, finalement, de développer cette pensée critique-là parce que ça se développe à partir d'un contenu, de connaissances. Et donc, quand on parle de développer la pensée critique à partir de l'intelligence artificielle, ce qu'on vient dire, c'est qu'il va être important de s'attarder à
à ce que c'est, à comment ça fonctionne. Quand tu parlais d'expérimentation, c'est vraiment ça, d'essayer de comprendre, sans nécessairement faire des programmeurs, mais de voir comment on programme, comment on fait un code et comment ils ont pu arriver à faire ce genre de modèle prédictif. Bien, ça fait en sorte déjà qu'on a, une petite couche de compréhension de plus et qui fait en sorte que je peux appliquer des critères. Parce que la pensée critique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va appliquer des critères de façon contextuelle à une situation. Est-ce que j'ai besoin de déterminer la véracité de quelque chose? Est-ce que j'ai besoin de choisir ce que j'ai envie de faire là ou ce qu'il serait bon de faire dans une situation? Donc, pour exercer cette pensée critique-là, pour choisir les bons critères et aller de l'avant, ben, il faut avoir des connaissances. Donc, s'il y a une chose qui sera sur probablement le menu, c'est vraiment d'aborder ces connaissances-là avec les jeunes. Dans différentes disciplines, si j'ai bien compris, là, c'est ça. Et ça, donc, à partir du primaire, secondaire, cégep, à tous les niveaux de l'enseignement? Ben, à mon sens, oui. Là. Ouais. Même avant, il faut commencer dès que possible. Ouais. J'ajouterais peut-être, dans le sens, Annie, puis d'ailleurs Chloé, là, par rapport aux commentaires que tu faisais plus tôt, avec cette expression-là, pensée critique, parfois on est... dans pensée critique, il y a critique, là, puis des fois critiquer, c'est comme être contre ou peu importe. Mais comme tu le disais si bien, Annie, je crois que l'idée de la pensée critique, c'est d'être capable de prendre des décisions ou de faire des choix en sachant, avec des critères, en réfléchissant puis en se posant des bonnes questions pour comprendre à quelles conditions c'est une bonne utilisation ou c'en est une moins bonne ou peu importe. Donc, en ce sens-là, je crois que, évidemment, il existe des contextes dans lesquels on peut utiliser ce type d'outil-là qui c'est tout à fait bénéfique. C'est probablement, là, je vais le dire, quand on a la capacité technique d'avoir par exemple un robot conversationnel qui va pouvoir par exemple aider des gens à briser leur timidité ou leur solitude dans un contexte bien précis où ça a été développé par exemple par des psychologues, etc. Ben si on a cette capacité-là qui peut aider des gens, ça devient même un problème de pas l'utiliser parce que en réalité on peut aider des gens en le faisant. Si je reviens à l'éducation ou l'enseignement supérieur, c'est le même principe. Si on peut aider l'accès aux études supérieures, par exemple. Nous, dans les cégeps, je vais parler des cégeps, c'est ce que je connais le plus, là. Mais dans les cégeps, il y a de plus en plus le terme qui est utilisé, c'est les étudiants et les étudiantes en situation de handicap, donc des personnes qui ont toutes sortes de situations et qui ont accès à toutes sortes de ressources, que ce soit des ressources, des ordinateurs ou peu importe, ou plus de temps pour faire leurs examens ou ça, pour les aider à poursuivre leurs études au collège. Il y en a de plus en plus, une plus grande proportion. On suppose que c'est en partie parce que ça fonctionne et en réalité qu'il y a une partie de ces personnes-là qui n'auraient pas eu accès aux études collégiales moyennant s'il n'y avait pas eu ces mesures-là. Bon, évidemment, ici, il n'y a pas d'intelligence artificielle, c'est une intelligence humaine là, très bien utilisée, puis on est content que ce soit le cas. Mais évidemment, c'est pas exclu que si on avait des outils d'intelligence artificielle qui pouvaient donner ce type de résultats-là ou encourager ou permettre ça, on pourrait pas... En tout cas, si c'était bien utilisé, je veux dire, ça deviendrait même un problème de ne pas les utiliser. Par rapport à la pensée critique, au développement de la pensée critique, puis pour répondre à la question, comment les profs sont préparés, évidemment, je peux pas parler pour tous les profs de cégep, là, parce que je sais pas, en fait, là. Mais je vais me risquer au moins à dire une chose, c'est qu'au niveau... des établissements, puis au niveau de l'organisation des cégeps, et au niveau de la formation qu'on donne au cégep, il y a très, très, très peu de choses par rapport à ça. Puis là, ici, je prêche pour ma paroisse, mais c'est un des éléments sur lesquels on revient constamment. Il faudra qu'il y ait une place qui soit faite aux questions liées notamment, nous c'est notre dada, là, l'éthique de l'intelligence artificielle, l'éthique du numérique, une réflexion critique sur la place du numérique et de l'intelligence artificielle dans nos vies. Pour l'instant, ça relève des initiatives personnelles. Moi, dans mon cours d'éthique, j'en parle parce que ça m'intéresse, puis je pense que c'est pertinent de le faire, mais dans le programme, il n'y a rien qui m'obligerait à faire ça. Puis je pense qu'on
on n'erre pas quand on dit, là, quelqu'un peut faire toutes ses études collégiales, tout un programme d'études collégiales sans jamais entendre parler de ces questions-là d'aucune façon par qui que ce soit, s'il tombe sur les personnes qui discutent pas de ces questions-là ou on trouve pas pertinent de parler de ça dans leur formation. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau institutionnel, au niveau de la formation, puis c'est un paquebot là, qui se déplace très lentement. Oui, mais là, est-ce que ça va être inscrit quelque part, là, les espèces de... Parce qu'il y a un enjeu. Hein. Quand c'est inscrit nulle part dans le programme, ce que tu viens de décrire, c'est ça qui se produit. Il n'y a personne qui est responsable d'en parler à un moment spécifique dans le programme. Qu'est-ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle, le développement de l'esprit critique, le développement des compétences qui entourent ça à l'école, là, si c'est pas inscrit dans le programme? Ben en fait, c'est inscrit à 2 endroits. Là, ça va être du jargon de programme d'études au niveau de l'éducation. Donc, d'une part, il y a la compétence numérique qui a été publiée en 2019. C'est une compétence numérique qui se divise en 12 dimensions. Donc, il y a, entre autres, la dimension développer sa pensée critique à l'aide du numérique. Vous irez voir, vous irez googler, ça ressemble à une pizza. Oui. Et en son centre, il y a agir en citoyen éthique à l'ère du numérique. Il y a aussi produire du contenu avec le numérique. Donc, pour peu qu'on s'attarde, et cette compétence-là, elle touche autant tous les professionnels de l'enseignement que les élèves, que les étudiants jusqu'à l'université. Donc, elle touche vraiment à tout le monde. Donc, pour peu qu'on s'attarde à la développer, puis qu'on met le doigt sur ce qu'on est en train de développer quand on fait une activité en classe, ben il y a des assises. Bon. La deuxième chose que je peux vous dire, c'est que le programme d'éthique et de culture et citoyenneté québécoise... qui a été repoussé. Ben, dont l'implantation a été repoussée, mais dans le fond, les enseignants, ils ont le choix, à partir de septembre prochain, de soit enseigner CCQ ou ECR. Ça va-tu, les abréviations? Parfait. Ça a l'air d'aller. Le MEC a dit que... Non. Et donc, dans la version provisoire, parce qu'on n'a pas encore la version officielle, mais dans la version provisoire qui a été publiée en août dernier, il y a aussi des assises en intelligence artificielle. D'une part, au primaire, on va commencer à parler de réseaux sociaux, de médias sociaux, de médias en général, de fiabilité des sources dès la 3e année. Donc, c'est dans les thèmes de la 3e à la 6e année. C'est sûr qu'on va continuer au fur et à mesure de parler de socialisation à travers les médias sociaux, etc., de cyberintimidation, bon. Mais le module qui m'intéresse, où je vais accoucher là, c'est en 4e secondaire. Donc, il y a un module complet sur l'intelligence artificielle. Fait qu'on passe par le transhumanisme, par ça s'appelle technologie et défis d'avenir, là. Donc, on est vraiment là. Mais là, vous allez me dire 16 ans. Je suis d'accord. C'est tard dans le programme. Absolument. Ouais. Ça n'empêchera pas, je pense, les enseignants de l'aborder. Peut-être on pourra présenter quelques projets là qui modélisent un peu comment on peut faire, mais ce sera inscrit quand même. Ouais. Alors, voilà. Chloé, est-ce que les journalistes ont un rôle à jouer? Est-ce que le rôle, c'est de donner des informations sur l'intelligence artificielle à leur public, de les informer, de les éduquer? Est-ce que vous avez le temps de faire ça? Est-ce que c'est le rôle des journalistes de faire ça? Parce qu'il y a des parents, des gens, plein de gens qui s'inquiètent face à l'utilisation, qui n'ont pas encore exploré les outils, qui savent pas par où commencer. Est-ce que les journalistes peuvent faire ça, les journalistes spécialisés? Je pense que c'est une nécessité, et peut-être pas uniquement les journalistes spécialisés. Il y a une étude vraiment intéressante qui a été publiée il y a quelques semaines qui s'appelle « Entraîner l'actualité », notamment des chercheurs de l'INRS qui ont participé. Et ce qu'ils ont fait, c'est vraiment une rétrospective. En fait, ils ont regardé la couverture de l'intelligence artificielle dans les médias canadiens dans les 10 dernières années, grosso modo, pour essayer de dégager des grandes tendances, pour nous permettre justement d'avoir un regard critique là-dessus. Et un des points de départ, c'est de se dire, justement, la production médiatique participe à la construction du discours
discours social aussi sur tous ces sujets. Et idéalement, on veut y participer comme citoyenne et comme citoyen de façon éclairée. Ça fait notamment partie du mandat de Radio-Canada, informer, éclairer, divertir. Alors, on essaie de faire tout ça sur une thématique qui est aussi passionnante, mais aussi parfois déroutante que l'intelligence artificielle, parce que tu utilises le mot spécialisé, ça peut vite devenir du jargon très, très technique. Et qu'est-ce qu'on retire justement comme conclusion quand on fait cette analyse, de regarder comment les médias en parlent? On peut voir justement, il y a une tendance à ce qu'on appelle le techno-optimisme. Donc, cette espèce de prophétie que l'intelligence artificielle va nous permettre de réaliser une société meilleure. Peut-être que oui, peut-être que non. On a vu, il y a des périls, il y a des opportunités aussi. Mais comme journaliste, il y a une nécessité de se remettre toujours un petit peu aux questions, ramener la balle au centre pour pouvoir s'appuyer sur des faits et pas sur des développements potentiels. Parce qu'on a beaucoup constaté qu'on disait telle compagnie nous promet tel développement extraordinaire, mais quand on retournait voir un petit peu plus tard la compagnie, finalement c'était plus compliqué que prévu. Et ça peut être vrai peut-être dans le domaine de l'enseignement aussi. Là on dit oui, c'est des bouleversements, il faut apprendre à s'en servir. Toujours se méfier un petit peu des il faut et revenir au pourquoi. Pourquoi c'est utile d'apprendre à s'en servir? Et donc, je reviens à la responsabilité des médias. On peut contribuer à éclairer les débats en ramenant comme ça les questions un petit peu au centre. Toujours rappeler aussi qu'on parle de système d'intelligence artificielle. On a tendance à utiliser comme ce gros mot parapluie l'intelligence artificielle et on en fait un genre d'entité qui plane un petit peu au-dessus de nous, mais ce sont des systèmes informatiques encodés dans des programmes, des circuits. Juste rappeler ça, parfois ça peut aider aussi. Revenir aux faits, là, je le disais, replacer ça dans ce contexte. Et un des conseils aussi, c'était suivre l'argent. Se souvenir aussi, quand on donne la parole, même parfois des chercheurs bien intentionnés, il peut y avoir... on veut que le projet réussisse, que le projet soit financé. Donc, des petits conseils de base comme ça, on pourrait poursuivre la discussion si ça vous intéresse, mais des pièges à éviter quand on couvre l'intelligence artificielle et les systèmes d'intelligence artificielle, donc pour la production médiatique, qui après ça vont justement, je pense, jouer un rôle plus utile au niveau de l'espace public. Est-ce que vous pourriez donner des exemples d'activités qu'on peut faire justement pour susciter l'esprit critique, soit avec le grand public, à travers les médias ou en classe? Bien, c'est un peu là où je m'en allais dans ma réflexion. On disait, est-ce que les enseignants sont vraiment outillés? Non, je pense pas qu'on maîtrise toutes les définitions et autres. C'est la même chose que j'ai vu avec le numérique. Est-ce qu'on maîtrise tous les outils? Est-ce qu'on comprend tous les enjeux des GAFAM? Mais on comprend les enjeux humains comme enseignants. Et il y a moyen d'amener des réflexions. Je pensais à l'outil de Snapchat. Peut-être que moi, comme enseignante, je l'ai pas essayé. J'ai pas encore joué dedans. Mais je lis des articles là-dessus, puis je peux amener un article en classe et faire discuter mes élèves, faire réfléchir. Et là, je suis en confiance dans cette maîtrise-là d'animer une discussion, de laisser la place aux élèves de réfléchir, sans nécessairement, je peux peut-être aller l'essayer, l'outil, là, absolument. La curiosité a toujours sa place, mais il faut s'enlever cette pression-là, en tout cas comme enseignant, de maîtriser l'outil avant d'ouvrir la place à la discussion. J'ai vu des enseignants tout simplement demander 3 exemples de textes sur le même sujet à ChatGPT, les amener en classe. Les élèves ont touché à rien d'autre que de lire les 3 textes et de les critiquer et de critiquer l'outil dans ce qu'il a produit. C'est simple comme activité. On parle d'IA quand même, on a réfléchi, on a été critique, mais ça m'a pas demandé que tout le monde est dans l'outil, qu'on ouvre des comptes, qu'on fasse tout ça. Donc, il y a moyen quand même d'amener ça, soit avec des articles qu'on trouve, en utilisant, en amenant l'outil, ou juste simplement en questionnant, en amenant les élèves, en leur posant la question, en les laissant questionner. Et j'entendais Philippe Longchamp, qui est un enseignant en Suède, qui disait récemment dans un balado que lui, chaque fois qu'il présente quelque chose en classe, il demande aux élèves de critiquer les sources qu'il vient de présenter, puis d'aller chercher, fait qu'il peut être en train de parler d'histoire et dire, parfait, allez me chercher des sources, alimentez-moi, on va débattre de ce que vous avez trouvé d'autre, qu'on en discute. Bien, ça amène un esprit critique. Il laisse cette place-là. Bien, il faut laisser cette place-là à pouvoir dialoguer et être en confiance qu'on peut quand même parler de tout ça sans tout comprendre parfaitement, sans la tous technicalité. les maîtriser, oui, effectivement. exact. Chloé, oui?
Tu voulais ajouter quelque chose? J'aime vraiment beaucoup l'exemple que tu donnes parce que ça met de l'avant la dimension collaborative. Et je pense que ce qu'on veut éviter, c'est de se retrouver seul, un peu abandonné face à l'écran qui peut être très, très anxiogène, surtout si on entend tout le monde nous dire qu'une révolution majeure est en cours dans l'histoire de l'humanité. Fait que mettre les mains dedans ou en parler simplement avec les autres, ça peut faire une grande différence. Moi, j'ai pu le constater dans un contexte universitaire. J'ai été invitée à un cours à l'école des médias de l'UQAM qui était donné par Catherine Matisse. Et donc, c'était une introduction justement à ChatGPT. Et après ça, un atelier avec une 60aine d'étudiants, donc du baccalauréat, pour mettre les mains dedans dans le cambouis, le tester. Et un des exercices que j'ai trouvé vraiment le plus intéressant, c'était tester des prompts. Donc un prompt, c'est une requête, dans le fond, qu'on envoie au robot conversationnel. Mais selon la façon dont on écrit notre demande, on peut obtenir des résultats différents. Et pour une même demande, on peut aussi obtenir des résultats différents. Donc juste voir ça, mettre en commun les exemples, en discuter, c'était quelque chose qui était vraiment éclairant. Et un des premiers exercices qu'on a fait, c'était de poser à ChatGPT une question sur un sujet qu'on connaissait déjà, pour pouvoir justement constater par nous-mêmes où est-ce que la réponse était intéressante, à quel endroit c'était intéressant, à quel endroit il y avait des failles. Un des exemples, les étudiants posaient des questions sur les séries télé québécoises. Donc, ça permet de constater qu'il y a un intérêt pour la culture locale, ce qui est toujours réjouissant. Qui est Véronique Cloutier. Voilà, c'est ça, on rigolait exactement avec ça. Et d'autre part, on voyait quand l'outil commençait à halluciner, à inventer des choses, ça générait des rires dans l'amphithéâtre. C'est une bonne façon aussi, je trouve, l'humour, de venir un petit peu dégonfler l'angoisse qui peut être présente, je pense, autant chez les adultes que chez les jeunes, encore une fois, par cette expérience de mise en commun. Frédéric? Oui, mais nous, de notre côté, on a développé un référentiel de compétences pour la compétence éthique liée à l'enseignement de l'éthique de l'IA. C'est pas exactement la même chose que la pensée critique, mais je pense qu'il y a quand même un parallèle à faire. Et ce qui nous est apparu, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, là, c'est pas vraiment... La conception pragmatiste là, de la compétence éthique, là, on pourra en discuter si ça vous intéresse, là, mais je vous épargne les détails de ça. Mais c'est particulièrement intéressant parce qu'il y a 3 composantes. Puis je pense qu'on a tendance, en tout cas nous, là, les profs de philo qui enseignent l'éthique, on a tendance à insister d'abord énormément sur la deuxième, là, mais pas beaucoup sur les autres, en tout cas pas toujours. Mais la première composante de cette compétence-là, c'est ce qu'on appelle parfois être en situation éthique ou la sensibilité éthique. C'est-à-dire qu'avant même de réfléchir aux problèmes éthiques, aux questions éthiques, avant même de développer sa pensée critique, avant même de penser, ce qui est la 3e composante, échanger avec les autres, puis dialoguer, puis interagir avec les autres, il faut d'abord voir, sentir, percevoir qu'il y a un problème, qu'il y a une question. Et ça, on a tendance à l'oublier, mais ça va pas de soi. On a tendance, on le sait, on a tous tendance à faire ça. On a tendance à prendre le monde tel qu'il est, puis à pas trop se poser de questions. Ça serait quoi concrètement, un exemple? Un exemple, ça c'est intéressant. On a développé une semaine de la citoyenneté numérique. Bon, puis pour développer différentes activités, il y a eu plein de collaborateurs, là, dont Roland-Yves, là, qui est là, mais plein d'autres qui ont développé toutes sortes de trucs. Je ne vais pas tout vous parler de toutes les activités. Je vais vous en prendre une. Au cégep. C'est au cégep. Il n'y avait pas d'activité sur ChatGPT parce que c'était l'automne dernier, donc ChatGPT n'était pas encore un problème. Mais je pense que ça peut illustrer. Puis les exemples que vous avez donnés vont dans ce sens-là. Mais je vais prendre un exemple. On avait fait une étude là, avec l'UQAM qui avait développé une application. Donc, on a recruté une cinquantaine de volontaires au cégep qui ont accepté de télécharger une application de traçage pour qu'on sache tout ce qu'ils faisaient avec leur téléphone pendant 30 à 60 jours. Et 10% de toutes les interactions avec leur téléphone, c'était TikTok. Donc, on s'est dit, TikTok, il faut absolument faire quelque chose. Donc, je vais vous donner l'exemple de l'activité qui a été développée par une étudiante à l'UQAM, Laurence Grondin-Rebillard, sur TikTok. C'est d'ailleurs, en tout cas, bref, ça a très bien fonctionné. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que bon, on n'en parle pas beaucoup dans les programmes encore, puis dans les cours, bon, nous, on donne un cours complémentaire, là, on peut intégrer des affaires dans le cours complémentaire, mais pour l'instant, ça reste assez marginal. Mais les kiosques, on a fait des kiosques dans la semaine de la citoyenneté numérique, on s'est mis dans les cafétérias, puis les gens se sont arrêtés, des dizaines de personnes pour parler de ça avec nous. Plusieurs qui nous disaient, enfin, quelqu'un qui nous parle de ça. Puis l'activité en question, c'était assez intéressant. On avait finalement enregistré le fil TikTok
de quelqu'un, d'une personne mystère. Et donc, les personnes étaient invitées sur une tablette à visionner le fil TikTok de cette personne mystère. Et ensuite, on avait des cartes, puis on avait, des tranches d'âge, puis après ça, un homme ou une femme, ou peu importe. C'est comme l'idée de base, c'était le Guess Who, mais le Guess Who un peu changé, là. Et donc, là, ce qu'on demandait aux étudiants et aux étudiantes, c'était par un peu rétro-ingénierie, à la lumière du fil TikTok, essayer de remonter à quelles sont les caractéristiques de la personne dont c'est le fil TikTok. Qui reçoit ça? Et donc, pour parler des algorithmes? Donc, pour parler des algorithmes, pour parler des bulles de filtre, pour parler des chambres d'écho, pour certains réaliser que tout le monde n'a pas la même chose sur son fil TikTok. Et donc, on peut partir, on peut partir aussi loin que ça. Mais bref, une activité qui fonctionne en 5 à 10 minutes, puis qui permet d'accrocher, qui permet de discuter de ça, et qui, bien souvent, on disait, ça prend 5 minutes, puis là, OK, d'abord, je vais essayer, tout ça, j'ai juste 5 minutes, puis finalement, les personnes, ça fait 25, 30 minutes qui sont là, puis là, puis là, il y a quelqu'un qui m'a parlé de l'autre truc, puis etc., puis là, finalement, donc, je pense que c'est la clé, là, de pouvoir, comme vous le disiez, là, tester, manipuler, expérimenter, mais le faire dans un cadre qui permet aussi, idéalement, d'injecter certains concepts, certaines idées qui permettent d'organiser la pensée, qui permettent de mieux comprendre ce qui est en jeu, comment ça fonctionne, etc. Et donc, c'est la première étape. Évidemment, il y a plein d'autres choses qu'il faut faire, puis il faut aller plus loin, mais il faut au moins avoir cette amorce-là, puis c'est le chemin qu'on a emprunté pour l'instant, en espérant qu'un jour, il y ait peut-être plus systématiquement des cours là-dessus au cégep, là, mais on n'attendra pas ça non plus, là, parce que c'est pas nous qui décidons. Annie, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais. En fait, tu as parlé de l'enjeu de temps. Ça prend du temps, dans le fond. Puis à l'ère du numérique, je vous apprends rien. L'enjeu du temps, il est là. Tout va vite. On répond vite. On reçoit des sollicitations. On défile notre fil d'actualité. On clique sur un article ou on clique pas, puis on pense qu'on a tout lu. Moi, j'avais vu une statistique à un moment donné, 60% des articles partagés sur les médias sociaux n'ont pas été préalablement ouverts. On dit ça dans la formation, 30 secondes. Ben, tu vois, c'est peut-être vous. Vous m'inspirez. Mais et donc ça parle, la vitesse à laquelle vont les choses. Et donc, quand on réfléchit avec les jeunes aux différents dilemmes qu'on a autour de nous avec le numérique, et là, le dilemme ChatGPT en est un aussi, mais est-ce que je clique sur ce lien-là? Est-ce que je partage cette photo-là? Est-ce que je commente cette publication-là? Tout va vite, hein? On commente, on se relit pas, on y va. Ce qu'on essaie de mettre de l'avant à travers les activités qu'on développe avec les collègues du récit, c'est de prendre un petit temps d'arrêt pour réfléchir. Est-ce que Hydro-Québec me doit vraiment 657 $ par texto? Est-ce que, je ne sais pas si vous en avez déjà reçu. Oui, beaucoup. Voilà. Donc, prendre un temps d'arrêt pour voir ce que je vais envoyer dans l'univers, qu'est-ce que ça va avoir comme effet. Comme citoyen, on devrait idéalement tous prendre ce petit temps avant nos actions de la vie et nos actions avec le numérique. Mais l'école et les différents contextes dans lesquels on intervient tous, c'est un temps d'arrêt. C'est un lieu organisé où on peut prendre le temps de connaître d'abord les choses. On en a parlé tantôt. De voir c'est quoi les impacts de mes actions, puis d'analyser tout ça. Donc, quand je parlais d'activités, entre autres, on a développé des activités qui vont être en marge directement de l'intelligence artificielle, mais qui vont traiter des enjeux, parce que ces enjeux-là, il n'y a pas nécessairement d'âge. Donc, je vous donne un exemple d'une situation qu'on a développée pour les jeunes du préscolaire avec le CSS des Phares à Rimouski, et ça s'appelle puis-je prendre une photo de toi? Fait que c'est un petit projet où les enfants sont amenés avec les tablettes à prendre des photos des gens qui sont signifiants pour eux dans l'école. Mais avant, ils ont une réflexion à faire sur cette photo-là, elle va être utilisée pour quoi? Fait que l'enseignante explique. Ça va être un petit livre, des gens importants pour nous. Ça va devenir un livre numérique. Et donc, les enfants de 4 ans, 5 ans se promènent dans l'école en allant expliquer aux adultes, mais moi, je voudrais prendre une photo de toi, puis j'aimerais ça l'utiliser pour ça, puis on va aller la porter on va l'envoyer à telle personne et telle personne. Est-ce que tu me donnes ton consentement?
Fait qu'on est en train d'installer les bases du droit à l'image. C'est pas grand-chose, c'est tout petit. On les a questionnés avant sur, si c'est pour un calendrier, est-ce que tu as besoin d'une permission officielle ou tu peux juste demander si c'est cette photo-là de toi, es-tu content? Puis là, on amène aussi quelques notions de photographie. Tu sais, pourquoi on se trouve pas beau quand on est tout croche? Est-ce que la personne, elle peut choisir la photo qui va être publiée? Fait que, déjà tout petit, on a vu à travers cette activité-là qu'il y avait une relation comme différente par rapport à l'image, puis par rapport à ce qu'il faisait quand il réfléchissait à moi, je serais à l'aise qu'ils prennent cette photo-là de moi pour la mettre dans un calendrier. Ben non. Fait que ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est une activité qu'on a développée pour des jeunes de 2e année. Ça s'appelle, écoutez bien le jeu de mots, « Faut toujours vérifier ». FAUX? Hein? FAUX? Non. Non! PHOTO. Oh! Jour. PHOTO. Vérifier. En photo. Oui, c'est ça. Ah, Et donc, pas, c'est pour amener les enfants, dans le fond, de 2e année, à essayer de voir c'est quoi un trucage photo, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui peut être ajouté dans un paysage ou pas, comment on peut déceler. Ben là, ça va être la couche IA qui va. Je m'en venais puis je me disais, il faut que je rajoute un défi à ce. Donc, regarder, mettons, la précision des mains, des doigts, de voir la composition de l'image, bon, etc. Donc, essayer de développer cet esprit critique-là, de se poser la question, mais y avait-tu vraiment une baleine à la hauteur de Montréal dans le fleuve Saint-Laurent? Vous le savez, il y en a plein d'exemples. On va sûrement rajouter le pape aussi avec un manteau. Bon. Fait que quand tu demandais des exemples d'activités, puis à quel âge, ben c'est pas des exemples qui vont parler d'IA spécifiquement, mais quand on regarde la mer d'enjeux qui est comme autour, d'aller solliciter certaines compétences, certaines capacités des jeunes, de les questionner sur certains de ces enjeux-là, va nécessairement contribuer là, à faire d'eux des citoyens un peu plus éclairés, je pense. Oui, dans le fond, c'est les mêmes compétences qu'on voulait développer auparavant pour aider les jeunes à développer leur esprit critique, mais là, on rajoute la couche intelligence artificielle. C'est ce que je comprends. Et à École branchée, est-ce que vous avez développé des outils comme ça que les profs peuvent utiliser aussi? Ou... On a absolument des ressources. On vient de sortir aujourd'hui, d'ailleurs, notre dossier spécial intelligence artificielle avec un répertoire d'outils qui permet d'explorer, justement, avec des entrevues balado, avec une personne de l'industrie qui nous explique comment c'est utilisé, puis qu'est-ce qu'on devrait faire en éducation pour les préparer à ça. Puis on offre aussi de la formation et tout. Mais je t'écoutais parler, puis avec les propos de tout le monde, moi, ce que j'entends beaucoup, c'est qu'il faut impliquer. L'espèce j'entendais Nadia Nafi la semaine dernière qui parlait d'agentivité puis de les mettre en action. Quand on les met en action, dès qu'ils sont tout petits pour les photos, dès qu'on les fait réfléchir, dès qu'on les fait essayer, t'es beaucoup plus à l'affût et tu vas peut-être avoir un esprit plus critique sur ce que tu vas voir plutôt que de juste te faire donner tout cuit l'information, puis dire c'est ça qui est ça. Donc, l'idée, nos ressources à l'École branchée sont faites pour les enseignants pour qu'ils puissent se donner une base, puis après ça, d'aller l'explorer. Puis je pense que c'est quand on a exploré, qu'on a eu cette curiosité-là, qu'on questionne, que là, on va arriver à quelque chose. Puis ça, c'est des enjeux tout à fait humains qui sont à la base de tout qui était là avant aussi, l'intelligence artificielle. Mm-hmm. C'est drôle parce que aucun de vous qui a mentionné tous les enjeux dont on parle depuis des semaines dans les médias, c'est-à-dire les jeunes vont tricher, ils vont utiliser ça pour faire leur dissertation, on ne pourra jamais les repérer, etc. J'aimerais quand même vous entendre là-dessus. Bien, c'est pas exhaustif, là, mais vous aurez la chance d'aller le lire. Là. Il y a un article qui a été publié dans Le Devoir, une lettre ouverte d'un enseignant ici de Montréal qui l'a essayé. Ça s'appelle « Un essai de ChatGPT en classe ». C'est d'une simplicité comme titre, mais ça permet de le retrouver facilement. Puis il dit, moi, je l'ai ouvert avec mes élèves, un peu comme vous dites, puis on a posé plein de questions. Puis là, les élèves, au début, ils se disaient 5e secondaire. Ils se disaient, mais là, vous êtes comme en train de nous montrer à tricher, monsieur. Mais pourquoi vous faites ça? Tu sais, dans le fond, cet outil-là, ça va-tu nous rendre vraiment lâches? Mais après, mettons, ma créativité. Et donc, dans l'article, il donne plein d'exemples que les jeunes amenait, mettait de l'avant pour dire, mais monsieur, pourquoi vous nous montrez ça? Puis il dit, moi, je l'ai toujours laissé dans le fond de la classe. Il y a un ordinateur puis il dit, au début, c'était la panacée, hein. Puis on dirait que c'est devenu comme
j'essayais de trouver un jeu vidéo qui est passé date, là, mais c'est toujours dans le fond de la classe, puis c'est de moins en moins sollicité, utilisé, parce que les jeunes, il y a un arbre dans une des ressources de l'UNESCO, puis que ça circule en masse là, sur les médias sociaux, il y a un arbre décisionnel sur quand c'est une bonne chose d'utiliser ChatGPT. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il est encore une fois simplissime. Donc, est-ce que ce que tu as besoin de produire, ça doit être vrai? Si oui, sinon, go. Super. Si oui, oups. Est-ce que tu as l'expertise de vérifier ce qui est écrit? Non. C'est pas écrit « ish », mais bon, presque. Et si oui, est-ce que tu es prêt à signer ton nom? Est-ce que tu es prêt à assumer la responsabilité de ce qui va être écrit là? Si oui, ben c'est le seul losange vert. À part le oui, là. Donc, il y a comme... Les élèves, ils ont rapidement compris cette espèce de chemin-là à faire. Et ils avaient quelque part... puis moi, c'est France, la semaine passée, de l'UQTR, je m'excuse, France, Lafleur, qui disait, on peut-tu s'occuper du 95% des jeunes qui ont envie d'apprendre, qui sont curieux, qui ont envie d'aller loin, puis etc. Puis ça veut pas dire de pas s'occuper du 5%, mais je trouvais ça quand même inspirant quand je croise, mettons, cette citation-là, puis l'expérience de l'enseignant, puis du témoignage de ces jeunes qui disaient, mais tu sais, monsieur, on peut l'utiliser pour s'aider, là, mais moi, je veux quand même que ça devienne de moi. Ça. Fait qu'il y a quelque chose de beau, finalement, de lucide aussi. J'ai envie de dire. Ben, c'est très encourageant. Puis, bon, on va passer bientôt aux questions du public, mais moi, je suis curieuse de savoir, parce qu'il y a quand même, ça rajoute une couche à la désinformation, à l'information de mauvaise qualité, aux photos truquées. Ça, est-ce que ça change quelque chose, dans le fond, qu'elles aient été générées par l'intelligence artificielle ou par quelqu'un de mal intentionné? Comment aborder ça en classe? Est-ce que ça développe vraiment, on doit développer vraiment des nouvelles compétences ou finalement, c'est celles qu'on développait déjà en classe qui peuvent être utiles pour repérer la désinformation, puis l'information de mauvaise qualité et les images truquées? Bien, l'exemple que je donnais de Nadia Nafi, sa recherche était justement sur montrer aux élèves à faire des hyper-trucages. Donc, elle avait pris un groupe d'élèves, elle leur a montré comment c'était facile à créer et ils ont discuté par la suite. Et là, il était à l'affût beaucoup plus. Et là, il était en mode solution. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit ça? Puis là, comment on signale dans nos plateformes que l'image que je viens de voir? Comment je commente sous une image pour dire à la personne, ce que tu viens de partager est un hyper-trucage. Donc, de les faire essayer, de les laisser discuter, de les laisser agir. Tu viens de parler du 95%, là. Mais effectivement, dans la grande majorité des cas, ils vont se sentir impliqués et il y a beaucoup plus de chances qu'ils deviennent des agents de changement par la suite et qu'ils interagissent par la suite si on leur laisse la chance de l'expérimenter puis de pouvoir en discuter par la suite. Je peux peut-être amener le volet média pour répondre à cette question-là. Qu'est-ce que ça change justement au niveau de la désinformation? Le fait que ces outils génératifs soient de plus en plus accessibles, faciles à utiliser. On a eu un exemple il y a quelques jours, vous avez peut-être vu ça en Irlande, un journal a publié un texte d'opinion pour se rendre compte après coup que ce texte avait été généré en utilisant ChatGPT. C'était une opinion très controversée qui a été reprise par des animateurs de radio, puis après ça, ils ont fait « oups ». On s'est fait avoir et plusieurs médias ont titré « Une intelligence artificielle trompe un média respectable ». Il y a un petit problème avec cette façon de présenter la situation parce que qui a trompé le média? C'est une personne, on ne sait toujours pas qui c'est, une utilisatrice, un utilisateur anonyme qui a utilisé un outil pour créer un texte, créer une fausse identité et ensuite le soumettre à un média et passer à travers le processus de vérification. Donc, en bout de ligne, derrière les outils, il y a des humains. Et qu'est-ce que ces outils changent? C'est, on disait, la facilité de produire et la quantité. Donc, l'automatisation, quand on parle de production de désinformation, elle vient démultiplier la possibilité d'inonder le web. Et je pense que ça va être un des grands enjeux. On en parle beaucoup, y compris les gens d'OpenAI. Pour la prochaine élection présidentielle aux États-Unis, on va voir quelque chose de très différent, je pense, de ce qu'on a déjà vu, de par l'ampleur du phénomène, de la facilité de créer différents types de médias. Si on revient au début de la rencontre, on parlait de multimodalité, donc ça peut être autant du texte que de l'image, que du son, de la vidéo. Et en 30 secondes, on a quelque chose qui est très crédible, mais qui est totalement synthétique, qui a été généré.
Alors, il y a plusieurs façons de s'équiper pour faire face à ça. Il y a des initiatives de labellisation, donc de forcer à identifier les contenus qui sont générés comme ça. La réglementation aussi, qui est en train de prendre un petit peu de muscle, autant au Canada avec le projet de loi C27 qu'en Europe avec le AI Act. Ça peut faire une grosse différence aussi quand on va utiliser les outils dont on dispose déjà pour mettre dans le fond de la responsabilité derrière la publication de contenu. Et en bout de ligne, donc on a des humains qui utilisent des outils. Effectivement, ça va pouvoir faire une différence. Donc, l'automatisation. Puis un petit volet aussi qui peut être intéressant à aborder, parce que je pense que c'est une nouveauté avec l'intelligence artificielle générative, c'est de l'influence, en fait, beaucoup plus subtile, qui est permise par la personnalisation. Là, j'explique, par exemple, les publicités ciblées aujourd'hui, elles vont pouvoir vous proposer tel modèle de piscine à vous parce qu'on a vu que vous avez des discussions de piscine. Mais sauf qu'avec l'intelligence artificielle générative, on va non seulement pouvoir vous proposer une piscine, mais c'est une personne qui a une voix plutôt grave ou une voix plutôt aiguë qui va s'adresser à vous de façon un peu plus subtile que ce que je viens de faire, mais parce qu'on aura décodé vos préférences, on peut changer le décor, vous voyez, donc la personnalisation peut avoir cet impact-là. Il y a des études qui ont été faites aussi qui ont montré qu'en utilisant un outil de style ChatGPT pour rédiger, les paramètres de l'outil font qu'il n'est pas tout à fait neutre. Et donc, ça peut avoir un impact aussi sur ce qu'on produit après. Donc, toutes les notions d'influence, et d'influence parfois très subtile, je pense, amènent quelque chose de nouveau dans le paysage de l'information et avec quoi il va falloir apprendre justement à composer. Oui, ben, j'allais dans le même sens. Là. Je crois que il n'y a pas véritablement la question qu'on s'est jamais posée, mais c'est l'amplitude en réalité, c'est la fréquence. Dans un sens, j'aime bien dire ça, même si c'est un peu exagéré, mais on s'est toujours posé, on a toujours eu à se poser la question, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? On a toujours eu à se poser la question, qu'est-ce qu'une connaissance, qu'est-ce qui n'est pas une connaissance? Mais dans les faits, il y a un bon bout de temps, bien des gens pouvaient passer une bonne partie de leur vie sans être véritablement confrontés à ces questions-là. Qu'est-ce qu'une connaissance? Des questions épistémologiques. Il y a juste quelques personnes dans les universités qui se posaient ces questions-là, puis ils faisaient des carrières de philo à se poser ces questions-là. Mais on a déjà vu, là, avant même l'IA générative avec les réseaux sociaux, moi j'ai eu des rencontres, je dirais pas trop fort, là, mais des rencontres de famille là où on dit ouais mais là finalement la Terre est peut-être ronde ou la Terre est peut-être plate, c'est juste une question d'opinion. Puis là il faut revenir à qu'est-ce qu'une connaissance, puis qu'est-ce que la différence entre une connaissance puis une opinion, puis définir ce qu'est une connaissance, puis etc. Des questions épistémologiques, des questions en réalité qu'on pose dans des cours de philo, des questions épistémologiques de fond, mais là on est confronté dans la vie quotidienne à ces questions-là, puis il faut être en mesure quand on rencontre d'autres gens, mais pour nous-mêmes, d'ailleurs, être capable de faire cette différence-là, puis de se rappeler ces questions-là. Ce sera la même chose avec l'IA générative. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Il faut, c'est comme si là, ce besoin de pensée critique a toujours existé, mais là, il devient d'autant plus pressant, d'autant plus, puis les embûches ou les bâtons dans les roues sont nombreux parce que c'est crédible, parce qu'on peut l'utiliser pour nous manipuler, on peut l'utiliser de façon malveillante. Mais même quand on ne l'utilise pas de façon malveillante, ça, je crois que j'ai en profité de la tribune pour le dire, là, c'est, à mon avis, une erreur qu'on fait quand comme c'est des questions éthiques, là, puis les enjeux éthiques, c'est une erreur quand on dit, il faut réfléchir aux enjeux éthiques parce qu'il faut empêcher les mauvaises utilisations puis s'assurer qu'on fasse les bonnes utilisations. En fait, les problèmes éthiques, évidemment, quand c'est une question entre le bien et le mal, là, bon, peut-être bien, mais en fait, les véritables questions éthiques, c'est quand on a différentes bonnes choses qu'on peut faire, mais qu'on peut pas toutes les faire en même temps, puis qu'il faut choisir, il faut sous-peser, on veut plus d'exactitude parce qu'on veut qu'il y ait moins d'erreurs dans le système, mais en même temps, on veut protéger notre vie privée, donc on veut pas donner des données qui permettraient de rendre le système plus performant, etc. Donc là, il faut sous-peser différentes options, et donc, mais en réalité, ce sont des questions
qui, je veux dire, nous, là, ça fait très nous, les philosophes. En philo, là, on se pose ces questions-là, puis on aime ça, se poser ces questions-là. Mais je pense que ce qu'on réalise de plus en plus, c'est que moi, je me pose ces questions-là quand je donne mes cours de philo et tout ça, mais je dois me poser ces questions-là constamment à longueur de journée dans ma vie quotidienne, parce qu'on est toutes et tous placés de plus en plus souvent dans des situations où on n'a pas le choix de se poser ces questions-là. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, mais c'est quoi la différence entre le vrai et le faux? C'est quoi la différence entre une connaissance et une opinion? C'est quoi la différence entre ce qui est bien et qui est mal? C'est quoi la différence entre différents biens? Qu'est-ce qui devrait avoir priorité sur quoi? La sécurité, la vie privée, la confidentialité, le consentement? On peut pas, évidemment, là, il y a ça aussi, là, des fois, on dit, bon, ben, pour que ça soit correct, il faut avoir tout ça, mais on peut pas avoir tout ça en même temps. Donc là, il faut s'engager dans se mettre les deux mains dedans, là, puis voilà. Encore prendre 45 secondes avant de croire à l'avenir et non pas 30 secondes. Annie, c'est une bonne idée, ça. Oui, c'est ça. Annie, peut-être, je pense que tu voulais ajouter quelque chose, puis après, j'aimerais bien qu'on prenne les questions du public. Oui, ben oui. En fait, il y a soit plusieurs biens, soit plusieurs mots. Je t'entendais parler, puis je me disais, des fois, il faut choisir le moins pire aussi. Mais je pense que tu voulais aborder... Vas-y, non, je vais suivre Mais je te laisse la parole. C'est très généreux, Chloé, merci. avant la question du public. Très rapidement, pour parler de cette frontière qui se brouille entre le vrai et le faux, je vois un exemple révélateur. Il y a quelques semaines, il y avait des manifestations en France, protestations contre les politiques du président Macron. Puis un photojournaliste a pris une photo d'une manifestante qui a été fortement remise en question par beaucoup de gens qui étaient persuadés qu'elle avait été générée en utilisant l'intelligence artificielle. Fait qu'on voit comme le problème de la désinformation qui revient à l'envers. Je trouve que c'est quand même assez parlant. Ouais. Oui, absolument. Puis, peut-être côté solution, ces mêmes outils qui nous mettent dans le trouble peuvent aussi nous aider parce qu'on voit des modèles qui commencent à être utilisés pour faire de la vérification de faits à grande échelle. Alors, peut-être une source d'espoir de ce côté-là aussi. Éventuellement, oui. Ça m'est revenu. Merci. Ouais. En fait, je voulais parler de posture. Je pense que tout le monde, vous avez nommé, puis même affaire chez les journalistes, cette posture, depuis tantôt on parle, puis je nous entends être ni technophobe, ni technophile. Quelque part, c'est un équilibre entre les deux. Puis quand on aborde ces questions-là avec nos jeunes, de le faire avec cette espèce d'humilité intellectuelle on est peut-être, je veux dire, est-ce que vous avez lu des choses sur l'intelligence artificielle aujourd'hui? Vous êtes en retard si vous l'avez pas fait. Donc, cette humilité, finalement, d'aborder les choses sans avoir de parti pris nécessairement, je pense que ça fait partie d'une clé. Puis quand tu demandais tantôt qu'est-ce que l'écosystème médiatique peut faire, ben le travail que vous faites déjà de décrypter toute cette information-là, c'est ultra utile pour nous. Parce que oui, on peut montrer aux élèves comment vous faites, mais devant cette infobésité, puis ce n'est que le début, ben le travail que vous faites, il est utile à tous les jours parce que c'est beaucoup plus simple d'aller voir si quelqu'un l'a fait finalement et d'avoir la réponse rapidement que de passer toutes mes questions à chaque fois que je suis devant une information. Fait que je pense que la complémentarité, elle est importante entre les nos profs mondes. Peuvent partir de l'actualité. Je suis contente de savoir que les journalistes sont utiles aux professeurs. Bref, merci à vous quatre. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il nous reste un peu de temps. Donc, Doria va passer le micro. Peut-être simplement vous présenter, dire qui vous êtes et ensuite poser votre question. Si elle s'adresse à une personne particulière, le mentionner. Merci. André Lavoie, journaliste pigiste et techno-tweet notoire et cofondateur du CQMI avec d'autres charmants collègues. Il y a plusieurs journalistes dans la salle et quelques divans, donc je poserai une question d'ordre psychologique. Est-ce que les journalistes ont raison de s'inquiéter du développement de l'intelligence artificielle générative? Pour leur job, tu veux dire? Ou? Moi, pour la démocratie, je pourrais répondre tout de suite oui, mais pour le travail, on dirait que je me sens pas tant l'expertise. La réponse pour les journalistes est peut-être la même que pour les enseignants. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Puis je pense que le mot différenciation est intéressant. C'est un outil qui peut servir à différentes choses. Si on le prend comme une recette un petit peu miracle, où est-ce qu'il peut
Un système d'intelligence artificielle peut remplacer un journaliste. Je pense qu'on court vraiment à la rencontre des problèmes. Les exemples qu'on a vus en ce moment le montrent. Il y a CNET, par exemple, qui, en 12 cet automne, a publié plusieurs articles vraiment rédigés en utilisant donc un système d'intelligence artificielle pour se rendre compte par la suite qu'il y avait des erreurs, pour par la suite avoir leur rédactrice en chef qui a dû faire un mea culpa, expliquer pourquoi ils avaient fait ces essais, comment ils allaient faire ça par la suite. Et quand tu arrives là, c'est trop tard, parce que qu'est-ce que tu as perdu? C'est ton lien de confiance avec le public. Et ça, c'est un trésor pour tous les médias. Comme on le disait, il est vraiment mis en péril. Ouais, tu veux ajouter quelque chose? Je veux ajouter, je pense que ça soulève toute la notion de transparence là, de l'utilisation de ces outils-là dans les médias. Il faut vraiment avoir une charte, que ce soit clair. Voilà, qu'est-ce qu'on voit justement en ce moment? C'est plusieurs médias qui se positionnent par rapport à l'utilisation des outils. Wired a publié justement sa politique d'utilisation de l'intelligence artificielle générative en faisant de la différenciation. Dans tel cas, nous décidons comme médias que c'est correct. Dans tel cas, nous le faisons pas. Ils expliquent vraiment pourquoi. Donc, dans l'optique d'un dialogue comme ça avec le public, si on regarde The Guardian, c'est qui n'a pas l'habitude d'être en retard sur les tendances dans le numérique, ils ont publié un texte. Pourquoi? Pour dire qu'ils prenaient le temps d'y penser. Parce qu'ils trouvent que les questions sont importantes et donc ils se positionnent, ils entament un dialogue avec leur public de cette manière-là. Et quand on écoute justement des journalistes dans des colloques qui sont appelés à se positionner sur cette question qui est vraiment très importante, ce qui ressort de l'analyse, c'est vraiment regarder la chaîne de production dans les médias, à quel moment ça a du sens pour nous d'utiliser cet outil et à quel moment on pense que ça n'a pas de sens, que ça nous met en péril. Et la réponse peut être différente d'une salle de rédaction à l'autre selon l'information qu'on produit, selon le positionnement qu'on a, ou même à l'intérieur d'une salle de rédaction. On a au Canada des groupes médiatiques qui utilisent l'intelligence artificielle générative pour l'analyse des résultats des compagnies, pour des résultats de loterie, pour des résultats de ligues de hockey mineures. C'est des décisions qu'ils ont jugées pertinentes pour eux. Mais le risque, je pense, c'est de se lancer trop vite dans la mêlée en se disant on a quelque chose qui peut fonctionner ou au contraire de se fermer en disant c'est trop dangereux, on n'y touche pas. Merci. Quelqu'un d'autre a une question? Oui? Devant... Ah, pardon. Monsieur, oui? Oui, bonjour. Alain Roux, enseignant au secondaire. Une question peut-être pour Monsieur Bruno, parce que j'étais curieux de savoir en quoi le ChatGPT a modifié vos modalités d'évaluation. Est-ce que c'est quelque chose qui est connu au collégial? Et plus largement, après, peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'on va devoir, j'avais une deuxième question aussi en même temps qui me vient, est-ce qu'on va devoir se méfier de tout, finalement? Est-ce qu'on va devoir se méfier de toute information à partir de là? C'est ça. Merci. Mais je répondrai à la deuxième question en premier. Là, pour ma part, on devait déjà se méfier de tout, donc on va devoir continuer à le faire. Oui, là, mais je comprends, c'est une blague, mais oui, je comprends. Puis ça soulève cette question-là de la confiance en réalité. Puis je vais en profiter pour dire, là, par rapport à la fameuse question du plagiat, le fameux 95%. Mais le problème, c'est que s'il y en a 4 ou 5% qui trichent, mais qu'on peut pas le prouver. C'est ça la difficulté, en fait. Puis je pourrais répondre à la première question. C'est qu'on peut pas... dans le bon vieux plagiat, tu sais, le bon vieux plagiat dans le bon vieux temps, c'était comme un jeu du chat et de la souris. C'est-à-dire que là, bon, il y a du plagiat, puis finalement, je réussis à trouver la source, donc je peux démontrer que c'est du plagiat. Bon, il y en a qui continuent. Vous seriez étonné de savoir le pourcentage qui continue à nier, même une fois qu'on montre un paragraphe complet, mot pour mot. Non, monsieur, j'ai jamais vu ce site web-là. Bon, puis la plupart du temps, ils sont pas durs à trouver parce qu'il s'agit de faire une requête Google, puis c'est dans les 10 premiers résultats. C'est quelque part dans les 10 premiers résultats. Mais bon, avec le bon vieux plagiat, mais avec ChatGPT, le problème, c'est qu'on peut pas mettre le doigt dessus la fois d'après, c'est pas le même texte. Donc, on peut pas dire une fois pour toutes, voici du plagiat. Puis le problème est inverse aussi. C'est-à-dire qu'il y a des outils de détection avec des pourcentages. Sauf que si ça se trompe une fois sur 20, ben, la personne qui est injustement accusée peut pas faire l'exercice inverse, peut pas démontrer
que finalement vous avez rien trouvé, c'est parce que je l'ai pas fait, donc c'est un problème. Puis là je devrais répondre à la première question, puis j'ai pas de c'est des décisions collectives là, d'ailleurs là, des décisions départementales, là, c'est pas individuellement qu'on choisit ça, mais dans notre cas comme bon nombre de nos collègues là au collégial, on avait nous, c'est des dissertations à la fin des cours de philo. Puis, il y a 3 cours, là, si vous en rappelez pas, là. Philo 1, philo 2, c'était, nous, personnellement, c'était, en fait, au cégep où je travaille, c'était déjà des évaluations en classe. Puis le philo 3, c'était un travail à la maison. Puis là, entre le 30 novembre puis le décembre, qu'on s'est rendu un peu compte, puis au début janvier qu'il fallait décider, les options étaient assez limitées, merci. Fait que pour l'instant, on est revenu à une bonne vieille évaluation, un papier puis un crayon en classe, puis on rédige une dissertation en classe. Est-ce que c'est la solution à long terme? Probablement pas, mais ça suppose de repenser l'évaluation, ça suppose de se poser une question fort importante. Est-ce que la dissertation est absolument nécessaire ou est-ce que c'est le meilleur moyen? Mais là, nous, on peut pas répondre à cette question-là, juste nous, notre gang, parce que c'est des directives ministérielles, évidemment. Mais voilà, donc on en est là. C'est probablement pas la solution à long terme, mais pour l'instant, il n'existe pas. Puis juste pour compléter, peut-être que par rapport à d'autres niveaux d'enseignement, je connais pas tous les niveaux d'enseignement et les particularités, là, mais au moins je parlerai pour le collégial. Le problème avec ChatGPT, si je me base sur ce que je me rappelle là, des études universitaires, probablement que ChatGPT n'est pas capable, sans un travail important de la part de la personne, de faire un bon travail universitaire. Mais pour un cours de philo au cégep, le ChatGPT peut faire assez facilement, avec très peu d'intervention, une dissertation moyenne qui vaut peut-être 70% ou quelque chose dans le genre. Il s'agit de lui donner quelques requêtes là, en fonction des demandes. Puis donc, le problème, c'est celui-là. C'est-à-dire que là, ChatGPT, il fera pas une dissertation à 95%, mais il y a un nombre non négligeable de personnes qui étudient au collégial qui se contentent très bien d'un 70, puis qui se contentent très bien de passer leur cours de philo et qui donc demanderaient à ChatGPT puis ils feraient du copier-coller. Donc, pour l'instant, c'est ça, mais c'est probablement pas la solution à long terme, j'en conviens. L'idéal, c'est quand il laisse Regenerate Answer en bas. Vous aviez J'en ai un cas, pas vécu par moi, mais c'est ça, un cas. Oui. Bonjour. Je suis enseignante, conseillère pédagogique en intégration du numérique, je me demandais ce que vous pensiez de l'école qui demeure tellement perméable à toutes les questions éthiques du numérique, parce que là, vous avez été gentil, je trouve, mais il y a une résistance incroyable. On n'a qu'à lire les médias, là, je veux dire. On se questionne encore à savoir si on va prendre le dictionnaire papier ou numérique, alors qu'il y a ChatGPT. Tantôt, vous parliez, ça m'a beaucoup interpellée, la question de il faut connaître d'abord, avoir des critères pour pouvoir exercer son esprit critique, mais dans un monde où, justement, les profs ne sont pas formés, où on résiste, la connaissance de l'objet, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, n'est pas effective. Alors, comment arriver à amener quand même nos élèves à exercer un esprit critique? Puis, quels sont nos leviers? Moi, c'est la question que j'aimerais vous poser. Je me questionne là-dessus depuis 10 ans pour faire bouger les choses, faire bouger le ministère. D'après vous, ce serait quoi la meilleure solution pour réveiller les troupes? Bien là, on vient d'en avoir 2. Il y a eu la pandémie qui nous a aidé à donner un coup de pied. On a ChatGPT qui a donné le 2e, je blague, là, mais on s'entend que ça a été quand même des leviers, même si ça aide à faire changer les pratiques, à nous faire voir la possibilité. Je sais pas c'est quoi les leviers, mais j'entendais, par exemple, le retour à l'examen papier-crayon ou le dictionnaire papier. Oui, ce sont des solutions très court terme avec une vision de comment gérer ça aujourd'hui, mais ça prépare pas. J'avais l'habitude, il y a plusieurs années, de dire préparer les élèves pour leur futur quand ils vont sortir de l'école. Là, je veux même plus les préparer pour leur futur, je veux les préparer pour pour aujourd'hui. On se prive quand on fait ces solutions-là qui, à court terme, règlent notre problème. On se prive d'un paquet de préparation pour les élèves, mais je pense à un exemple bien simple. C'est prouvé par la recherche que de donner une rétroaction rapide aux élèves sur ce qu'ils apprennent fait qu'on apprend plus vite.
Quand j'avais 180 élèves avec 180 copies papier, j'étais pas aussi rapide qu'un questionnaire qui pouvait automatiquement lui donner une rétroaction. Est-ce que c'est la seule source d'évaluation? On parlait tout à l'heure d'évaluation. Je sais qu'au primaire et au secondaire, on essaie beaucoup d'avoir plusieurs traces d'évaluation. Et ça, ben conserver des traces, ben le numérique est aussi un levier de ce côté-là, de pouvoir rapidement avoir une vue d'ensemble et tout. Donc, ça, je pense que de voir cette plus-value-là, mais il va falloir aussi voir qu'on prépare pas juste les élèves à faire des examens, mais on les prépare à ce qu'ils vivent aujourd'hui quand ils vont dans Snapchat puis qu'ils ont MyAI. C'est pas dans 10 ans, c'est pas quand ils vont arriver sur le marché du travail. C'est là qu'ils ont besoin d'être préparés. Est-ce que ça, c'est un levier, c'est un sentiment d'urgence suffisant? Je l'espère, mais je comprends que ça ne l'est peut-être pas assez encore. Il y a une autre question? Oui. Là-bas, oui. Oui. Moi, je suis direction adjointe. J'ai enseigné pendant 26 ans les sciences. Puis, vraisemblablement, il faut changer la façon d'évaluer. Je donne un exemple. C'est ça. Il faut prendre ça en considération. Il ne faut pas aller à contre-courant. Il y a une prof qui a fait lire les filles de Caleb, puis là, il y a une fille qui est allée demander à ChatGPT « Résume-moi les filles de Caleb, vous ferez le test, là. » Elle était capable de répondre à toutes les questions de la prof. Donc, la prof, ce qu'elle a fait, parce qu'elle a entendu que la fille, elle n'avait pas lu, elle dit « OK, là, elle a fait une entrevue. » Puis là, il a posé des questions pour approfondir, puis finalement, ça s'est soldé qu'elle n'a pas réussi à démontrer une analyse du roman. Ma prof de chimie, la prof de chimie, elle a demandé à ChatGPT de générer des problèmes et des réponses. Puis elle a demandé aux élèves d'utiliser leurs connaissances sur les vitesses de réaction pour trouver les erreurs dans les problèmes. C'était l'évaluation. Donc, c'est ça, il faut vraiment comme sortir un peu de notre boîte habituelle, puis changer la façon d'évaluer. Puis comme vous disiez, Madame la conseillère pédagogique, il y a comme une partie des profs qui veulent rien savoir, ça n'existe pas. Il y a une partie des profs qui disent « faut pas qu'ils plagient, il faut que je décèle le plagiat ». Puis il y a l'autre partie qui dit « ben oui, ça va être utile, il faut les outiller pour les amener ils vont travailler avec ça, c'est sûr, donc amenons-les à l'utiliser intelligemment ». Merci. Il y a peut-être une partie aussi qui l'utilisent eux-mêmes pour préparer leur plan de cours, réfléchir. Probablement. Est-ce qu'il y avait une autre question? Oui, madame? Ah, il y a 2 personnes ici. Oui, OK. Ensuite, vous. Bonjour, moi, je suis enseignante au secondaire. J'ai plus un commentaire qu'une question. En fait, je suis ici avec 2 de mes collègues qui vont enseigner ECC, qui font CCQ et qui font ECR en ce moment. Moi, j'enseigne le français, j'ai 6 périodes par cycle. Ces 2-là ont 2 périodes par cycle. Et c'est ces 2-là qui ont comme mandat de travailler le jugement critique. Moi, j'essaye de le faire, mais je dois enseigner participe passé avec avoir. Entre autres. Alors, ça me préoccupe. C'est sûr que je le prends le temps parce que j'ai vite compris que les participes passés avec avoir, si c'est la seule faute que mes élèves font, je vais être très, très, très contente. Donc, j'ai laissé ça de côté un peu parce que je trouve que c'est extrêmement important de travailler là-dessus. Mais surtout, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de conscientiser les élèves. Si tu te sers de ChatGPT, moi, j'enseigne à des élèves athlètes de haut niveau, puis je leur dis, c'est comme si tu prenais des stéroïdes pour gagner ta médaille. Mais je pense que cette partie-là, moi, je prends le temps de le faire, mais il y a tellement de gens qui ont de la résistance. Ces mêmes élèves à qui ma collègue enseigne 2 périodes cycles ont 10 cours de sciences dans lesquels ils apprennent des choses que ChatGPT va être capable de faire à leur place beaucoup plus rapidement.
sans faire d'erreur. Je me pose de grandes questions sur tout le programme de l'école québécoise. Est-ce que vous voulez en rajouter? Guylaine, salut. Grande question sur l'école québécoise. En fait, j'aurais pu être cette collègue-là. Guylaine et moi, on a enseigné longtemps ensemble. Et puis, effectivement, elle avait compris que dans nos textes en éthique, il y a des participes passés aussi. Fait qu'on peut en profiter pour faire d'une pierre deux coups. Ça, entre autres, ça fonctionne bien pour contaminer. C'est pas une joke de pandémie. Donc, le PFEQ, oui, mais aussi ce qu'on est capable d'en faire. Tu sais, tantôt, vous avez dit comment on peut être capable de sortir de la boîte puis d'être créatif. C'est sûr que c'est un programme, c'est étatique. Tous les États ont un programme d'études. Je pense que quelque part, on a aussi cette opportunité d'être créatif à travers ça puis de faire les choses autrement pour nos jeunes. Fait que vous avez comme démontré des super exemples. Puis là, je le sais que je suis un peu licorne là-dessus, mais c'est ça, j'ai rien d'autre à dire. Madame, oui. Je voulais juste rebondir sur l'idée de l'évaluation, parce que vraiment, peut-être pas au primaire, mais même à ça, vers la fin du primaire et rendu au secondaire, les élèves étudient pour l'examen. Alors ça, c'est vraiment l'erreur. Il faut... il me semble que ça ne doit pas être sorcier de concevoir que l'enfant apprend tout au long de l'année, l'enseignant observe, peut prendre des notes, mais l'élève sait qu'à la fin de l'année, il y a telle connaissance qu'il doit savoir, tel savoir-faire qu'il doit avoir acquis, et voilà. Et c'est ça qui est évalué à la fin d'un cycle, par exemple, uniquement, puis on voit s'il l'a atteint ou non. C'est facile de séparer l'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation, qui sont, en fin de compte, des clés qui indiquent, pas au professeur, le professeur, il voit l'enfant, qui indiquent au système scolaire que l'enfant est capable d'aller un peu plus loin. Mais il y a une façon de repenser cette chose-là. Puis pour ce qui est de l'éducation, monsieur parlait de des connaissances par rapport aux opinions. Alors, comment et faire comprendre à quelqu'un que la Terre est ronde et qu'elle n'est pas plate, par exemple. Bien, il faut développer chez l'enfant une pensée scientifique. Moi, je suis vieille, hein, et j'appartiens à ce qui avait été, dans les années 70, la révolution de l'enseignement des sciences, où c'était des activités de manipulation, où les élèves, face à ce qui se passait, analysaient ce qui s'est passé, même au primaire, et devaient justifier leur réponse. Pourquoi tu réponds ça? Et c'est à partir de cette formation intellectuelle, mais avec des classes de sciences où l'élève manipule, qu'on développe justement, l'enfant va apprendre qu'une connaissance, c'est pas tomber du ciel comme une opinion, c'est pas une fabulation, ça fait partie d'une évolution d'études, d'observation de l'univers qui nous entoure. Puis ça s'apprend. Il faut aussi apprendre aux enfants, vous pensez que leur développer une carte intellectuelle dans la tête. L'éducation doit développer, c'est ça, une carte intellectuelle chez les enfants pour qu'en tant qu'adulte, qu'on soit capable de s'orienter justement à l'intérieur de la mer d'information. Alors voilà. Merci. Merci. Peut-être une dernière réaction. Oui. Ben, en fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je crois que, en fait, une des choses dont je cherche à prendre la mesure, c'est le contre-courant là, qui travaille contre cette formation-là, en fait. C'est-à-dire que là, les forces d'influence sont gigantesques. Là. Et avec le numérique, avec les réseaux sociaux, avec l'intelligence artificielle générative, c'était déjà difficile, mais c'est d'autant plus difficile de développer cette attitude, cette capacité. Je dis pas que c'est impossible, mais je pense qu'une des choses dont on prend la mesure, c'est cette difficulté. Souvent, l'enseignement, c'est trop, on parle au lieu de faire. Je pense que ça, c'est une chose qui faudrait peut-être rééquilibrer.
Oui. Après, une dernière question. Oui. Non, mais j'allais rebondir là-dessus en disant qu'effectivement, j'ai relu en fait l'introduction du petit guide d'autodéfense intellectuelle de Normand Baillargeon, que vous connaissez peut-être. Puis il soulignait l'importance de l'étonnement, on connaît bien en philosophie. Puis je pense que l'intelligence artificielle générative nous offre des opportunités d'étonnement qui sont assez extraordinaires. Oui, on peut abandonner certaines de nos facultés, céder un peu aux sirènes de la paresse, comme des athlètes qui prennent des substances illicites, mais on peut aussi s'étonner de par la capacité de ces outils à générer quelque chose qui n'était pas là. À partir de là, on peut le questionner et c'est là que toute la pensée critique, justement, prend sa pertinence. Absolument. Tellement un ouvrage important, ce livre-là. Oui, une dernière question. Oui, juste rapidement. Moi, je suis enseignant au secondaire en mathématiques. Puis j'ai un souvenir, il y a une vingtaine d'années, de l'arrivée de la fameuse calculatrice à affichage graphique. Il y a des enseignants qui avaient très peur de ça parce qu'ils disaient les élèves vont avoir toutes les réponses et tout ça. Puis ce qu'on leur disait, puis ça revient un peu à ce qui a été dit aussi, c'est changer notre questionnement. Donc il faut poser les questions différemment. Puis deuxièmement, c'est un outil très pertinent, la calculatrice à affichage graphique. Alors, c'est savoir comment l'utiliser aussi. Donc, ChatGPT, il faudra pas trop dire il faut pas l'utiliser ou ne pas l'utiliser comme ça, mais comment je pourrais l'utiliser. Puis c'est ça, les enseignants aussi, l'autre crainte qu'ils avaient beaucoup par rapport à la calculatrice à affichage graphique, c'était je veux pas l'utiliser parce que les élèves vont en savoir plus que moi. Ça, c'était une grande crainte. Donc, c'est des outils, je pense, qu'on devra apprendre à utiliser. Je pense que c'est là pour rester. Et puis, voilà. Mm-hmm. Merci. Ouais. Vous voulez dire quelque chose, là? Je vous vois. Je partais pour dire, l'idée, c'est de les mettre dans le concret. Oui. Parce que au début, je suis enseignante au secondaire, tout comme ma voisine et l'autre voisine, avec les élèves de haut niveau en sport et en art. C'est d'y aller par projet que, OK, tu as des réponses, tu as des questions, c'est comment tu vas arriver, puis prouve-moi que tu as compris. Et là, ils peuvent travailler avec IA, puis ils le voient comme un allié, et le prof le voit comme un allié, et non pas comme du copiage. Parce que le jeune n'a pas le choix de travailler dans ce sens-là. Et là, tu te mets à évaluer autrement, et c'est bénéfique. Mm-hmm. C'est ça. Merci. Est-ce que vous voulez un dernier commentaire pour la fin? Il est déjà 20h45. Petit dernier mot de clôture. Oui? Non? Oui, bon, ben alors je vais vous remercier, premièrement. J'aimerais ça peut-être qu'on applaudisse les 4 participants de ce soir. Et puis... pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à l'infolette du CQMI, qui sont pas encore membres du Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information, je vous invite à devenir membre. Vous allez pouvoir recevoir notre infolettre et il y a notre stagiaire derrière qui va aussi produire un petit résumé de la rencontre de ce soir. Si on peut envoyer des outils pour les professeurs, il y aura peut-être aussi un article à ce sujet-là qu'on va produire, qu'on pourra envoyer aux participants. Et puis, donc, vous pourrez être au courant aussi de nos futures activités. Alors, voilà. Merci beaucoup à tous d'être venus.